ça m'a vraiment ça m'a aidé à développer certaines choses. Et puis il y a des jours où ça vient pas du tout. Il y a des jours où on se dit mince, est-ce que j'ai fait un mauvais choix? Est-ce que les gens vont comprendre l'histoire? Est-ce que il y a des doutes, mais quand il y a des doutes, ça veut dire qu'on avance. Et est-ce que c'est là où justement l'éditeur ou les proches entrent en jeu en disant je fais un aller-retour, je montre une partie de mon travail pour des retours directs Tout à fait, oui. Alors mon éditeur est incroyable pour ça. Dès que j'ai un coup de mou, je l'appelle et il me redonne la motivation. Il me redonne la volonté d'aller plus loin. Et puis c'est lui qui m'a aidé à développer certains personnages de la bande dessinée. Parce que le personnage d'Aimé, que rencontre Rose, le jeune héros, normalement devait être beaucoup plus discret. Et déjà qu'il est, je trouve, discret dans l'album, t'imagines un peu le personnage. Donc oui, mon éditeur m'a aidé à le développer, il m'a aidé à me motiver, ce qui était très 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 important. Et malgré tous ces retours francs, parce que je pense qu'il ne doit pas y aller de même, enfin de la mort, je pense pas, mais c'est bien aussi pour un artiste de savoir à un moment, tiens, telle partie est mal accueillie ou un peu floue. Oui, tout à fait. Après, il y a différentes façons de le dire. Il y a des éditeurs qui peuvent dire non, ça c'est de la merde. Et carrément. oui, non, ça je prends pas. Par contre, cet éditeur-là développe. Il me dit ce qui va pas, on en discute. Donc oui, c'est important pour un artiste d'avoir un retour s'il est constructif. Parce que s'il n'y a pas oui, si c'est juste non, c'est pas bon, je vois pas pourquoi on prendrait en compte. Ah ouais. Est-ce que donc du fait c'est peut-être un artiste qui en conseille un autre pour dire oriente-toi plus là-dessus ou... Oui, il a beaucoup d'expérience. Cet éditeur, il a beaucoup d'expérience et il sait ce qu'il fait. Donc moi je lui fais confiance et on en discute ensemble. Dès que je suis pas d'accord, on en discute, on débat et on arrive des fois sur des belles choses. Très bien. Il vaut mieux ça plutôt que... c'est sûr. Oui, non, c'est sûr. Au revoir et merci. Encore une fois, la bande dessinée, j'allais dire, insiste ou joue sur le genre homme-femme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. C'est peut-être un peu naïf de ma part, mais je pensais que Rose était une femme. C'était le but de la couverture. C'est pas gentil de faire ça. Mais comme quoi ça marche. On a parlé aussi d'amour inconditionnel, parce que Aimé aime Rose d'une manière pure, ouais. C'est pas galvaudé, mais c'est un joli terme, je trouve. Et donc pourquoi ça te semble important d'aborder ce thème de l'amour et du genre? Parce que je trouve qu'il y a trop de... Enfin, il y a trop. Je vais essayer de bien m'exprimer là-dessus. Il y a beaucoup de représentations dans le cinéma, dans les romans, quand je dis beaucoup, c'est pas assez, ça commence, de personnages comme ça, où les termes sont toujours très vite mis dans les cases. J'avais pas envie de faire ça comme ça, parce que je pense que c'était important de décrire un personnage comme Rose de manière positive, de manière à ce qu'il soit en fait bien entouré, parce que ça existe en fait, des histoires de personnages qui sont différents et que leurs différences sont bien prises, s'ils sont bien entourés. Et pour l'amour inconditionnel, donc cet amour un peu platonique que vit Rose et Aimé, c'était quelque chose où je mettais un point d'honneur pour que le lecteur se sente assez confiant pour mettre ses propres mots sur leur relation. Il peut s'être passé des choses, il peut s'être rien passé, c'est le lecteur qui décide. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Oui, parce que c'est vrai que la BD est floue volontairement. T'es ce passage justement pour laisser le lecteur libre d'imaginer. Je voulais pas mettre de termes ou de gestes sur des choses parce que ça permet de couler tout seul et on peut s'accrocher à rien. Quand il n'y a pas de mots, quand il n'y a pas de termes, quand on ne peut pas identifier certaines choses, on est obligé de suivre, on est obligé de faire avec. Et c'est ça qui me plaisait. C'était un petit peu que les gens se questionnent tout au long et qu'au final, ils n'ont pas la réponse. Mais c'est bien aussi, en tant qu'auteur, de ne pas trancher, de laisser le... J'adore ça. D'accord, c'est trop bien. Tu parlais de l'entourage. Et moi, tout à l'heure, je parlais de la partie de toi que tu as mis dans cette BD. Est-ce que l'entourage, est-ce que c'est une manière à toi de te dire, tiens, j'ai été bien entourée? Oui, j'ai été très très bien entourée, notamment par ma famille. Il y a des mots que la maman de Rose, qui s'appelle Muguet, lui dit. Ça aurait été totalement des phrases que mes parents auraient pu me dire. Et ça, j'ai beaucoup de chance.
tout est tellement plus facile quand on est encouragé par les parents. Ici, on a affaire à un roman graphique. On a l'habitude de dire BD. Est-ce que toi, le roman graphique était le format le plus adapté ou tu aurais aimé du franco-belge qui est divisé en plusieurs tomes? Je crois que je ne me suis pas posé la question. J'ai fait les choses telles quelles. C'est venu très très naturellement. Pour moi, le format roman graphique, d'ailleurs, quand on m'a dit « Ah, tu fais un roman graphique ?» j'ai fait oui, oui. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, je trouve que c'est un joli terme pour définir une BD qui n'est pas la BD telle qu'on la connaît, comme les Astérix, Tintin, Gaston Lagaffe, les Schtroumpfs, tout ça. L'inconvénient de la BD franco-belge, c'est que voilà, ce sont des développements très courts. Ouais, c'est ça. Il faut que les lecteurs suivent aussi. C'est généralement 46 pages. Ce que je trouve moi très court en termes de développement, il faut quand même accélérer. Ouais. L'avantage du roman graphique, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. On prend le temps. On a une liberté qui est infinie sur un roman graphique. En l'espace de 20 ans, la BD, elle a fait un gros boom. Elle a parlé de plein de genres différents. Elle se met à parler de termes qui libèrent beaucoup de paroles. Pareil pour les femmes. Les femmes qui, il y a 20 ans, elles n'avaient pas en fait dans la BD. Elles ont dû se battre, elles ont dû se faire un petit peu... elles se sont fait marcher sur les pieds à de nombreuses reprises. Et là, maintenant, ça choque personne de voir une femme autrice. Et d'ailleurs, c'est génial, quoi, parce qu'il y a 20 ans, c'était pas possible. Ça aurait été pas possible. Moi, j'ai pas été choqué. J'en profite. Parenthèse, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous mettez debout, levez la main, n'hésitez pas. Pas de questions? Pour l'instant. Scroll en cours, pas de questions. Non, pas de questions. Et justement, alors, je reste sur le format. Donc, ton éditeur, il t'a plus poussé dans un genre, un nombre de pages. Est-ce qu'il t'a mis certaines limites? Alors, il faut savoir que j'ai une très très grosse liberté sur le jardin Paris. Mon éditeur, je lui ai pitché l'histoire en 3 phrases, je lui ai montré 3 dessins. Et 5 minutes plus tard, il m'a dit « écoute, on le fait ». Donc il m'a laissé totalement la liberté de faire ce que je voulais. Donc, je remercie d'ailleurs, parce que c'est une grande chance que j'ai eue là. Je dirais que je suis très très contente du résultat que ça a donné et qu'il ait pu me laisser autant de liberté. Parce que ça aussi, nous, en tant que moi en tant que lecteur, je ne sais pas en fait en quoi c'est vraiment ça consiste à un contrat entre un auteur, une autrice et un éditeur. Ça peut varier en fait. C'est complètement ça dépend. Il existe autant de relations éditeur-auteur que de BD. On peut pas prévoir. Moi j'ai la chance d'avoir un éditeur qui me laisse une liberté incroyable. Donc comme je n'ai pas d'échelle, c'est mon premier éditeur. J'espère que je vais rester longtemps avec lui. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de chance si j'ai pas d'échelle. Est-ce que ça a été dû à l'accueil de ta première BD cette fois-ci? Alors il m'a fait confiance sur le premier. Faut savoir qu'à cette époque j'avais 21 ans quand j'ai fait la première. Quand elle est sortie j'avais à peine 22 ans. Et en fait il a pris un gros risque. Et d'après la maison Delcourt, le livre a bien fonctionné. Et donc du coup, ils m'ont laissé un peu plus de marge pour faire ce que je voulais. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Qu'est-ce qu'un livre qui fonctionne bien? Qu'est-ce qu'une BD ou un roman graphique qui fonctionne bien? Toi, tu as eu des retours là-dessus? J'ai eu des retours, mais les chiffres, c'est toujours très très approximatif. Comme je ne suis pas dans le métier de l'édition, c'est un peu dur. On m'a dit qu'au-delà de 5000 exemplaires vendus, c'était un petit succès. D'accord. Alors, je ne sais pas du tout pour les Fleurs Grand Frère. Je sais que le Jardin Paris est vendu à 16 000 exemplaires au jour d'aujourd'hui et qu'il y a des traductions en espagnol. Qui sont déjà sortis Qui vont sortir bientôt. Qui vont sortir, d'accord. Ouais, ça a été annoncé. Ça, encore, je connais pas, mais ça peut prendre 1 ou 2 ans. Les traductions c'est très long, apparemment. Et toi, tu es consulté là-dessus ou non? Oui. Enfin, je n'ai pas d'accord à donner, en fait. On te dit juste que ça va être fait. Exactement. D'accord. Ouais. Parce que c'est vrai que ça aussi, on voit plusieurs bandes dessinées qui sont adaptées à l'étranger sans se dire forcément l'auteur est d'accord ou l'auteur n'est pas d'accord. Généralement, on est d'accord parce que ça nous fait plus de public. Je vois pas pourquoi tu dirais non. Ouais, c'est ça, exactement. Bientôt direction Madrid alors. Ouais, exactement. Espérons une dédicace là-bas, petites vacances. On va voir s'il y a des contacts. On va voir. C'est ta deuxième œuvre chez Delcourt. Tu as dit que tu étais très bien
chez Delcourt. Et alors, pour la suite, sur quoi est-ce que tu travailles déjà sur quelque chose? Oui, je travaille sur les légendaires. Oui, je suis sur un spin-off, un tome 1, one-shot, des légendaires. C'est un peu fou pour moi. Je travaille sur la série qui m'a fait dessiner qui fait que je suis autrice. Mon éditeur m'a proposé. Patrick Sobral, l'auteur des légendaires, m'a dit que oui, j'allais le faire. Donc en ce moment, je travaille sur le storyboard des légendaires stories. C'est comme ça que le spin-off s'appelle. Et ensuite, parce qu'il y a ensuite, on s'est mis d'accord verbalement avec mon éditeur. C'est déjà pas mal. Qu'il y aurait une autre histoire, donc là beaucoup plus personnelle dans le sens où ce sera vraiment mon univers, mes personnages. Ce sera quelque chose qui sera encore différent visuellement, je pense, et au niveau de l'histoire des deux qu'il y a là. Donc j'en dis pas plus, mais c'est quelque chose qui... Ah, si. Non, tu peux pas Bon, rester. alors en 3 mots, je le fais vraiment surface. Ça va parler de l'histoire d'un papa qui va s'installer dans une maison avec son fils, et il y a quelque chose dans la maison. Et il va devoir trouver quoi. Voilà. D'accord. C'est un 3 mots. C'est vraiment 3 mots. Ah non, pas de questions, toujours pas? Personne ne se lance. En commun, ces deux œuvres, donc sur le premier, Les Fleurs de Grand Frère, c'est un grand frère qui voit un jour des fleurs pousser sur sa tête. Tout à fait. Ça aussi, donc comment t'es venue l'idée d'un jeune homme qui... Je sais pas trop, pour tout dire, je crois qu'en fait, il y a une période où je dessinais beaucoup d'enfants et beaucoup de fleurs. Et je crois que j'ai combiné les deux, j'ai trouvé ça joli. Et que je me suis dit, tiens, si on en faisait une histoire. À la base, ça devait être un livre illustré, un livre, un poème. Et mon éditeur, du coup, m'a dit, mais ça rendrait peut-être bien en bande dessinée, ce que j'ai fait. Et je regrette pas. Je pense que j'aurais été frustrée si ça avait été qu'en poème. Ouais. Pourquoi c'est trop... ça te limiterait trop? Parce que vraiment, la BD, faire passer des émotions... la mise en scène, l'atmosphère, pour moi c'est très important. Même si j'aime bien raconter des scènes en une illustration, j'aime bien savoir qu'un potentiel lecteur ou moi-même vont se plonger dans quelque chose, une bulle qui va durer plus qu'un temps où tu regardes une illustration et que tu détournes le regard. Ce matin ou hier, je crois que tu as eu un entretien avec des collégiens. Ouais, ce matin, hier. Alors, est-ce qu'ils ont posé des questions? Ils ont été courageux ou... C'était super intéressant. D'accord. Très intéressant. Ils ont, à leur âge, c'était des 5e, 4e, donc ils avaient entre 12 et 14 ans. Mmh. Ils ont une façon de voir les choses qui est très étonnante, qui est assez... ils sont très ouverts d'esprit et ils sont très curieux, surtout. Et c'est super qu'à cet âge-là, on commence à en parler. On commence à parler du genre, on commence à parler de la vision qu'ont les autres sur soi, parce qu'à cet âge-là, le collège, c'est toujours un âge où on a envie d'entrer dans la foule. On a envie de ressembler à tout le monde, on a envie de pas dépasser, on va dire. La transition collège-lycée, je pense, est assez compliquée, parce qu'on passe de je vais être comme tout le monde à non, je suis pas comme tout le monde. Donc je pense que c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué à gérer pour certains. Le collège, c'est un peu l'affirmation de soi, c'est Le collège, c'est un petit peu... justement, je suis comme tout le monde, il faut surtout pas que je sois différent, sinon je vais être moquée. Et donc, du coup, les entendre parler de différence, c'est c'est très touchant, en fait. On a des résultats, ils m'amènent à des endroits où je soupçonnais pas du tout. Ouais. Ils sont très curieux, ils me demandent beaucoup. Il y en a un qui m'a sorti j'aimerais bien que Rose soit mon meilleur ami, alors que je pensais pas. Ils comprennent beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Et j'adore constater ça. Il y avait une espèce de, pas de naïveté, mais justement, ils avaient des réactions sans aucun a priori. Oh, il y en a qui étaient quand même, c'est bizarre, un homme qui met des robes, et puis il en suffit qu'un dise ça, qu'il y en a 5-6 qui se retournent en disant mais non, il fait ce qu'il veut. Donc, dans la théorie, ils sont ouverts d'esprit. Est-ce que dans la pratique,
ils le sont. Mais en tout cas, on a eu des jolis résultats. C'est autre chose que voilà, de voir un petit garçon, enfin un jeune homme danser en robe et pas dit que le lendemain ils sont arrivés en robe au collège. On a fait des tests, on a discuté de ça et c'est là où il y a des sujets intéressants. Au début ils sont un peu bah non, bof, et puis à la fin ils sont ah ouais, peut-être que j'essaierai un jour, ou ouais, c'est vrai que c'est pas si bizarre en fait. Et en fait, il suffit juste de déconstruire ça, c'est très important, de déconstruire les choses, parce que si on leur dit pourquoi tu trouves ça bizarre, ils vont pas pouvoir te répondre au-delà de bah, les robes c'est pour les filles. Oui, mais il y a 400 ans, il y avait des hommes qui portaient des robes et des talons aussi, alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, voilà, c'est très intéressant. Encore une fois, c'est une question d'entourage. Oui, je pense. On en revient à ça. Je pense. Je pense que c'est vraiment une question d'entourage, de curiosité. Pour moi, l'ouverture d'esprit, ça vient avec la curiosité. Et la tolérance aussi. Et justement, donc là, est-ce que tu penses, on va un petit peu rentrer plus dans le dur du sujet, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on est ouvert justement à cette différence ou il y a encore un petit peu de boulot à faire? Je pense qu'il y a du boulot à faire encore, mais il y a des mentalités qui commencent à changer et ça je le vois justement en passant dans les classes, donc c'est super encourageant. Aujourd'hui il y a des artistes qui osent faire des choses, qui osent se montrer. Ils m'ont souvent cité Bilal Hassani, un chanteur qui se définit en tant qu'homme mais qui adore mettre des perruques, du maquillage, des robes et qui chante. Donc ils m'ont souvent sorti ça, ils m'ont dit si Rose aujourd'hui était dans notre monde, ce serait sûrement comme Bilal Hassani. J'y avais pas pensé, mais oui, effectivement. Voilà, donc il y a du chemin à faire, mais on peut espérer que les choses changent. Et moi j'espère juste ça, parce que c'est une sorte de liberté, et c'est ce que j'ai un peu voulu montrer dans le jardin. J'ai voulu faire quelque chose d'impossible. J'ai voulu mettre tout le monde d'accord. Là par contre on est tous d'accord pour dire que mettre tout le monde d'accord c'est impossible. Tout le monde d'accord sur le fait que selon comme les autres nous voient, on va dire, la vision dont les autres nous perçoivent ne nous définit pas. Et qu'on n'est pas obligé de rentrer dans les cases que certaines personnes pensent où on appartient, on va dire. C'est pour ça que peut-être il y a beaucoup de gens qui ne s'identifient pas à des choses, alors qu'en fait, il leur suffit juste de leur ouvrir une porte en disant cette chose-là, elle peut être faite autrement. Elle peut être faite autrement, pardon. Il suffit juste voilà, de les orienter. Et en fait, je n'ai pas la prétention de faire ça. Je voulais juste raconter une tranche de vie avec un personnage particulier, parce que Rose est particulier. Rose est différent, mais la différence, est-ce que c'est mal au final quand on est différent, mais qu'on est lumineux dans sa différence ouais, pour moi, la différence est quelque chose qu'il faut célébrer plutôt que pointer. Oui, parce que quand Rose danse, il est bien accueilli, les clients du club sont émerveillés, donc il n'y a pas... L'a priori ressort en dehors de la salle de spectacle, on va dire. J'ai essayé d'idéaliser tout ça. J'ai voulu faire en sorte que le lecteur s'imagine tout ce qui se passe mal, parce qu'on est tellement doués pour faire ça. Donc j'ai voulu montrer que les choses qui se passent bien, même si bon, il y a 2-3 trucs que j'ai voulu montrer. À un moment donné, Rose se fait harceler à un bar parce qu'il est habillé en femme et qu'il découvre ce que ça fait d'être une femme dans la rue. Il y a aussi un journaliste qui décide d'écouter que ce qu'il a envie d'entendre. Mais le reste, j'ai vraiment voulu laisser Rose vivre. Et donc sur ta prochaine œuvre, ça sera aussi roman graphique? La prochaine, c'est-à-dire les légendaires ou la prochaine? La prochaine. Prochaine, ouais, ce sera plus un roman graphique, ouais. Ce sera quelque chose... alors, malgré moi, je pense que les trois vont se raccorder. Je crois qu'il y a des thèmes récurrents, mais on verra. Pareil sur l'acceptation de la différence. Ouais, plutôt les choses qu'on enferme en soi et qui grandissent avec nous et qu'à un moment donné, ça va plus. À la fin, on va tout savoir.
Je fais en sorte de conserver le secret. Je vais essayer de tirer les nerfs du nez. Tu en es où tu en es au storyboard, c'est ça? De légendaire, ouais. D'accord. Ouais. Après, pour ce qui est de l'autre projet, j'ai plein de recherches. Déjà, je sais le design des personnages, je sais comment ce sera mis en couleur. Ce sera du noir et blanc, donc ça va aller vite. Et on peut en voir sur ma page Instagram, là où je suis très très présente sur les réseaux. Donc on peut tout à fait voir ça et déjà se lier d'amitié avec ces petits personnages. Et alors, pourquoi du noir et blanc? J'avoue que moi je suis pas fan du noir et blanc. Ouais. Mais alors, je trouve que alors je vais te montrer des images. Je trouve que certains dessinateurs, certains dessins s'accordent bien sur du noir et blanc. Après, je dis noir et blanc pour prendre des raccourcis, c'est des nuances de gris monochrome. C'est-à-dire qu'il y aura, ce sera du gris, mais rouge, bleu parfois. Donc ce sera quelque chose, ce sera pas du noir et blanc brut. D'accord. J'aime pas ça non plus. Enfin, j'aime regarder, j'aime pas en faire. Ah si, j'en fais en fait. Si oui, je me rends compte que j'en fais après mon boulot avec de l'encre. Donc si, tout à fait, je raconte des bêtises. Mais je crois que j'aime pas en lire. Voilà, en lire c'est un peu différent. Pour ce qui est du prochain, ce sera du gris. Il y aura des petites variantes de couleurs. Ce sera quelque chose avec beaucoup de plantes, des petits ornements. Voilà, une maison des années folles encore. Ah, encore une fois, dans les... On va situer à peu près. J'ai envie que l'époque reste floue un peu. Voilà, pour que le lecteur décide encore. Tu laisses encore des portes ouvertes Ouais, j'aime bien ça. D'accord. Toujours pas de questions? Parce que moi, du coup, j'ai plus de questions. Tu m'as dit que je parle trop, mais finalement... C'est vrai? Ouais. Personne pour venir à la rescousse? Des questions? On dirait une classe de 6e. Oui. C'est une question pas très précise parce que je connais pas très bien le monde du manga, mais j'ai ma fille qui regarde beaucoup d'animés en ce moment. Ouais. Et la question du genre, je trouve qu'elle est extrêmement présente en fait dans les animés et sur un mode qui est plutôt très ludique justement et sans a priori. Donc est-ce que aussi c'est cette question du genre, elle s'est incarnée dans vos personnages parce que vous êtes influencé par cette culture Alors oui, je pense que j'ai été malgré moi influencée, oui. Et c'est vrai que dans les animés, dans les mangas, ça a toujours été... au Japon, en fait, ça a toujours été un peu la barrière est floue entre travestissement et transidentité, en fait. À une certaine époque, la barrière des genres était plus pris comme un gag, effectivement, quelque chose un peu drôle. Il y a beaucoup d'hommes dans les animés, dans les mangas, qui ressemblent à des filles, mais on voit rarement l'inverse. C'est toujours pris comme des blagues. Aujourd'hui, on le prend moins à la légère, mais c'est vrai que ces personnages-là ont une forme de visage très androgyne, même une manière de parler très androgyne. Et je crois que c'est culturel parce que au théâtre, il me semble, je vais peut-être dire des bêtises, mais le théâtre japonais, il n'y avait pas de femmes, les femmes n'avaient pas le droit de jouer. Donc du coup, les hommes devaient se travestir et vraiment se travestir, pas de manière à ce qu'on voit que ce soit des hommes. Vraiment, ils se transformaient, ils travaillaient même leur voix. Donc leur barrière à eux entre loisirs, enfin culture et amusement est encore un peu floue. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Merci. Sur les deux œuvres, et vous avez expliqué que vous étiez en train de tenter d'accéder à une écriture commune. Là, vous êtes toute seule. Est-ce que c'est une richesse ou est-ce que c'est une difficulté justement de faire et les dessins et les textes? Oui, je suis toute seule sur les deux. J'ai été toute seule sur les deux. Personnellement, moi, je considère ça comme une richesse. Je suis pas... j'ai pas envie de faire ma prétentieuse, mais il y a des gens qui sont doués pour l'écriture, mais pas pour le dessin. Et d'autres gens qui sont doués pour le dessin et pas l'écriture. Moi, je crois que j'ai un peu des deux. Et donc, du coup, je trouve que... Enfin, moi, je m'amuse bien, en tout cas. Là, je vais parler plus concrètement, mais pour la réalisation, il y a moins d'intermédiaires.
C'est-à-dire que je vais pas me battre avec quelqu'un pour me dire non, à ce moment-là, il doit se passer ça de telle manière. Normalement, je suis d'accord avec moi-même quand je fais les choses. Et donc, du coup, il y a moins de... Après, c'est dur parce qu'on est tout seul sur un projet. Mais il faut être entouré de proches qui savent encourager. J'aime énormément travailler toute seule. Donc, ça répond à votre question. Alors peut-être vous l'avez dit, vous avez un autre travail à côté, je pense. Ah, un autre travail. Et en fait, je voulais, alors c'est pas forcément que je veux savoir. Oui. Je voulais savoir en fait si, donc là c'est la deuxième qui connaît un succès, etc. Est-ce que, bon, déjà je pense pas, mais que ça soit suffisant pour arrêter de travailler à côté. Est-ce que le travail que vous faites à côté, ça reste sur de l'animation? Est-ce que c'est quelque chose que vous continuez puisque ça a été dès le départ? Je travaille de manière très ponctuelle dans l'animation. C'est-à-dire que des fois, j'accepte des contrats parce que ça me plaît. Je pourrais ne pas les accepter, mais le métier d'auteur est assez mal rémunéré, on va pas se le cacher. Donc j'en vis. Voilà, j'en vis pas mal, j'en vis pas bien. J'en vis de manière correcte, mais c'est aussi parce que je suis en couple aussi, donc ça aide énormément. Donc voilà, ça répond à votre question. Mais j'ai travaillé sur des dessins animés aussi, des dessins animés qui passent encore aujourd'hui à la télévision, que moi je regardais, et qui continuent un petit peu d'être en production. Donc moi je suis contente parce que je travaille sur des séries que je regardais quand j'étais petite, donc ça me plaît. Qu'est-ce que c'est comme série? Alors, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais Miraculous Ladybug. Ah oui, moi je connais. Ah, c'est vrai? Les enfants? Oui. Ah ouais, c'est pour Avec ça. Chat Noir, le papillon aussi. Oui, voilà. Incollable. C'est pour ça. Moi, c'est une série que j'adore. C'est une série en 3D, pour ceux qui ne connaissent pas, qui parle de super-héros qui ont l'âge de collégiens, qui habitent du coup à Paris. Et c'est une série qui a un succès fou à l'étranger. Et on m'a proposé de travailler dessus pour faire des illustrations qui seront intégrées dans... De décors Non, vraiment des illustrations. C'est à un moment donné où l'héroïne a un livre dans les mains et elle le tourne. Et du coup, on m'a demandé de faire les illustrations dans ce livre-là. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on m'a demandé de... c'est un peu dans le thème en plus du jardin, parce qu'on m'a demandé de dessiner le héros en robe et la héroïne en armure, en chevalier, pour un épisode. D'accord, je l'ai pas vu alors. Il n'est pas encore sorti. Ah d'accord, ça continue, moi j'ai un peu lâché les 10 Ouais, je comprends. Je suis plus à mon, j'ai décroché. Mais non, il n'est pas encore sorti et je trouvais que c'était un peu drôle que ça coïncidait un peu. Que les genres s'échangent. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc tu me dis que c'est un dessin animé qui a rencontré un grand succès à l'étranger, ou ça au Japon, peut-être pour l'aspect animé? Notamment, alors pas au Japon, mais notamment en Corée du Sud. En Corée du Sud, ils sont hyper fans, ils ont les épisodes avant nous, ils piratent pour avoir les épisodes avant. Donc c'est assez particulier, c'est assez marrant. En Espagne aussi, en Italie, il y a beaucoup de fans. Et en fait, c'est très drôle parce que c'est un dessin animé qui, je crois, au début, était destiné à un public légèrement plus jeune. Et en fait, ça a visé le public qui était un peu plus âgé, il me semble. Je suis pas sûre. Peut-être que je dis des bêtises, mais ça m'étonnerait pas. Parce que là aussi, on retrouve le thème de l'acceptation de soi, du regard de l'autre. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans le dessin animé, dans Miraculous Ladybug, oui, il y a un petit peu de ça. C'est vrai. Dans l'épisode, moi, on m'a vraiment demandé de faire ces illustrations. Je connais pas l'épisode en entier. Donc, je vais voir comment je vais découvrir en même temps que les téléspectateurs, on va dire. Et est-ce que travailler sur l'animation de manière plus régulière et plus longue, c'est un projet qui t'intéresserait? Plus maintenant, honnêtement. Ah d'accord. Ouais, plus maintenant. Travailler dans l'animation en pré-production, c'est-à-dire faire des recherches, faire des illustrations pour fixer des ambiances, pour fixer des... Tout ça, ça me plaît, mais l'animation en elle-même, c'est-à-dire faire bouger le personnage, ça, j'ai pas trop de patience maintenant. Parce que concrètement, c'est vrai que nous, on ne se rend pas compte de tout le travail préparatoire qu'il y a sur un film d'animation. Ouais, c'est énorme. C'est beaucoup de recherche. C'est parfois même plus long que la production en elle-même.
la pré-production. Il y a des films qui ont mis 5 ans de recherche et 1 an et demi, 2 ans de production, par exemple. Donc c'est un gros travail. Pour les vêtements, les décors, l'époque pour vraiment tout en fait. Parce que quand on se dit « Ah, j'ai cette idée-là », pour un film d'animation, il faut tout créer. Il faut se dire comment est-ce qu'on va faire les décors, est-ce qu'on va les faire de manière réaliste, pas réaliste, comment est-ce qu'on va créer les personnages, comment est-ce qu'on va les faire bouger. Il y a tout à créer. En fait, c'est comme si on arrivait devant un terrain vague et se dire là, on va construire une maison. Il faut concevoir les plans, il faut creuser les bases et à la fin, voilà. Ça va dépendre de comment on a travaillé, on a une maison. Ton scénario, je reviens sur la bande dessinée, ton scénario, comment tu le détailles? Comment je le détaille? De manière chaotique. Je vais pas te mentir. C'est le carnet que j'ai fait passer. C'est principalement comme ça que j'écris, on va dire. J'ai pas de tableau. Attends, moi j'ai pas vu par contre. Ah, j'ai pas de tableau. J'ai pas de fil en fait. Je crée des petites scènes. Et puis je me dis, ah celle-là elle irait peut-être plus au début, et puis il m'arrive des fois de changer, de jongler entre les scènes. Des fois il m'arrive de faire le storyboard en même temps que le texte. C'est un peu compliqué pour moi d'écrire sans imaginer la scène derrière. Moi quand j'entends des personnages, quand j'écris plutôt les personnages qui sont en train de parler, il y a tout de suite des plans qui me viennent en tête. Donc je pense que j'écris en même temps que je dessine. Est-ce que c'est aussi de la limite de travailler tout seul? On n'a pas de deuxième voie? Ouais, peut-être. C'est aussi, je pense que comme on est tout seul, on a un peu cette notion de liberté. Donc on n'a pas toujours un fil rouge, c'est-à-dire qu'on a plutôt une courbe aléatoire. Je sais que j'ai acheté plein de post-it, tu sais les post-it jaunes, que tu colles sur ton frigo normalement, où j'ai mis des axes très précis de l'histoire, donc première apparition d'Aimée, Rose qui danse, et je les ai toutes collées sur mon mur, et des fois je prenais du recul et j'inversais des scènes. Donc j'avais tout un pan de mur où il y avait une centaine, bon peut-être pas une centaine, une cinquantaine de post-it. Et ça m'a vachement aidé à visualiser comment l'histoire allait se construire. Si l'histoire allait être fluide, s'il y avait des passages un peu superflus. C'est assez dur de choisir ce qu'on va garder et ce qu'on va enlever. Parce que pour toi, ça semble logique en fait. Mais il faut que tu te mettes dans la peau du lecteur. Est-ce qu'il va comprendre l'histoire, le déroulé? Ouais, c'est ça, exactement. Et ça, il faut anticiper. Je cache pas que parfois j'aime bien laisser un petit peu la liberté. Il y a certains personnages que j'aurais adoré développer et que j'ai pas eu la place, notamment Personnage, une fleur, une fille du jardin, du cabaret. J'aurais adoré savoir comment elle avait atterri ici à côté de la mère de Rose en tant que bras droit du cabaret. Je voulais aussi raconter le passé de Tournesol et Léon. Et donc Léon qui est un ancien soldat de la Première Guerre mondiale qui revient au cabaret après des mois d'absence avec une jambe très abîmée et qui était du coup dans l'histoire initiale un ami d'enfance de Tournesol. Ça c'est quelque chose que j'ai pas pu mettre. Ils sont très proches et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin se passe cette scène. Parce que tu n'as pas pu développer parce qu'à un moment ça a ralenti l'histoire, c'est peut-être l'éditeur qui t'a dit non, il faut être un petit peu concentré. C'est plutôt moi qui me suis mis des freins à ce moment-là parce que en fait, oui, ça peut peut-être ralentir l'histoire, mais avant tout, quand une scène, quand on la lit et qu'on peut l'enlever et que ça gêne pas le récit, ça veut dire qu'il ne faut pas la mettre forcément. Je ne vais pas trop respecter mes conseils parce qu'il y a certaines scènes que j'ai mises, mais que c'est pas que ça apporte rien, c'est que ça creuse un petit peu des relations entre des personnages. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, développer, mais beaucoup trop des fois. Si je m'étais écoutée, j'aurais facilement fait 300 pages. Et toi, l'éditeur t'a rien dit, il t'a dit
Ouais, il m'a dit, Gaël, fais 200 pages. Il m'a dit. 200 pages, pas plus ou au moins 200 pages? Il m'a dit, fais 200 pages. Et il y avait quelque chose que je voulais vraiment faire, c'était le carnet graphique à la fin aussi. J'aime bien. C'est d'ailleurs mon éditeur qui me l'a proposé, qui m'a dit, si tu fais 200 pages, tu auras 8 pages pour faire. Parce que c'est une histoire de tirage en fait. C'est-à-dire c'est des multiples de 8 qu'il faut quand tu imprimes un roman graphique du coup. Et du coup, il va falloir se cantonner à une certaine quantité de pages si tu veux pas en ajouter 8 autres en plus. J'étais le seul pas au courant ou non? Ah mais j'étais pas au courant non plus. Hein. Certains savaient? Oui. Bon. Oh, d'un coup, je découvre quelque chose, je me dis. Voilà. D'accord. Donc il y a en plus le prix, là. Voilà, c'est ça. Donc quand ça tombe pas pile, ça tombe bien, on va faire un cahier graphique. Voilà, Ça fait bon. exactement. Et moi, comme je voulais absolument ce cahier graphique, j'ai sacrifié quelques scènes pour mettre ce cahier graphique. Tu voulais ton cahier graphique? Ah ouais. C'est vrai? Ouais. Pour un auteur, qu'est-ce que ça représente un cahier graphique? Parce que c'est peut-être très très personnel, mais en fait, quand tu as le livre dans les mains, tu te rends compte de la quantité de travail que tu as fourni en un an. Et à la fin, avoir ce carnet graphique, c'est rester un petit peu plus longtemps dans le récit. Et je trouve que c'est important, autant pour l'auteur que pour le lecteur, parce qu'il peut voir, il peut constater toutes les recherches qu'il y a eu derrière. Chose aussi qu'en tant que lecteur, des fois on ne se dit pas forcément que pour une scène, il y a eu 3-4 crayonnés, des scènes abandonnées, c'est du travail en plus qui n'est pas exploité. Et puis même, je trouve ça super. Moi, en tant que lectrice de bande dessinée, j'adore regarder des carnets graphiques à la fin. Si j'ai adoré le livre, je vais être super contente de voir des recherches de personnages, des recherches de... Donc je me suis mis à la place des lecteurs en fait. Je voulais absolument ce carnet graphique. Et est-ce que ça t'a permis, peut-être pas le cahier graphique, mais des recherches justement d'éliminer certaines pistes de recherche de personnages, de dire je le dessine, je le mets en forme et puis finalement tiens non c'est pas ce que je veux donc je vais éliminer des pistes. Des fois ça permet aussi d'en confirmer d'autres. Oui, tout à fait. Au niveau des recherches, tu veux dire? Ouais. Oui. Des fois en fait, tu es là, tu dessines et puis tu te dis pourquoi tu fais ça. C'est à ce moment-là qu'il faut alerter. Ah ouais, mais c'est difficile, des fois c'est dur, ouais. Quand tu as construit un personnage, tu te dis alors là je vais l'intégrer, là je vais... Voilà, et qu'en fait, au fond de toi tu sais qu'il ne faut pas le mettre, tu le mets pas et bon, c'est un peu... Voilà, mais tu l'oublies vite puisqu'il n'est pas important au récit. Oui, donc du coup... moi en tant que lecteur, j'aime beaucoup les pleines pages. Ouais, il y en a. Oui, c'est pour ça que moi j'aime ça et je trouve que peu d'auteurs, d'autrices le font. Et je trouve ça extrêmement dommage. Je trouve que ça donne un impact à une scène. Des fois, moi, je passe en tant que lecteur, je passe plus de temps à détailler une pleine page que sur une page normale, on va dire. Mais je trouve que les pleines pages sont détaillées. Toi, c'est quelque chose qui te tenait à cœur d'avoir des pages justement pour donner de l'intensité? Oui, j'aime bien, oui, parce que c'est vraiment pour donner de l'intensité, marquer un moment. À ce moment-là, il se passe ça. Comme c'est en pleine page, tu peux pas passer à côté. Et c'est quelque chose que je pense à ce moment-là, c'est pour ça qu'on appelle ça un roman graphique, c'est qu'on peut se permettre en fait des pleines pages. On peut tout à fait se permettre de fixer un moment et puis de laisser un petit peu le récit s'aérer. Je trouve que c'est très important de laisser certaines longueurs au lecteur pour qu'il puisse, je sais pas, à un moment se poser sur casser un peu la dynamique. Oui, exactement. Parce que c'est vrai qu'en tant que lecteur, on va des fois parfois vite. Si dans une BD toutes les cases ont la même forme, la même taille, il y a un moment donné où peut-être que le regard il va se lasser, peut-être que le récit, on va se dire « oh, je le finirai demain » ou quelque chose comme ça. Là, le fait que la taille des cases varie, ça fait une sorte de chemin, en fait, pour le regard, que je trouve intéressant. J'ai pas eu de formation, en fait, de bande dessinée. Donc, je fais vraiment à l'instinct. Je fais vraiment comme ça me plaît.
Et je crois que le fait d'avoir fait si j'avais fait une formation bande dessinée, je me serais beaucoup plus posé de questions que si j'en avais pas fait. À l'inverse, tu aurais été peut-être un petit peu plus bridé. Peut-être, effectivement. Tu aurais ressorti des acquis peut-être qui auraient... Effectivement, oui, exactement. Ça me fait penser d'ailleurs aux légendaires. Comme j'ai lu tous les tomes, et quand on m'a proposé fais un tome de légendaire, je me dis facile, ça va être trop bien. Je connais l'univers par cœur, je connais les personnages par cœur, je connais la narration, comment Patrick Sobral arrive à maintenir un suspense. Et parce que je connais ça par cœur, j'ai une pression énorme derrière en me disant en fait je vais pas pouvoir faire comme lui, c'est pas possible. Je peux pas le copier, j'arrive pas. Mais si t'ont demandé de faire ça, c'est pas pour faire comme lui peut-être. Oui, et justement. Pour apporter quelque chose que seul toi as. Ouais, justement le spin-off sur lequel je travaille, donc qui est les Légendaires Stories, ce spin-off-là fait appel à plusieurs artistes différents. Et justement, c'est le but de ce spin-off. C'est faire comme des comics en fait. Reprendre une histoire d'un personnage, mais dans un style différent et dans une narration différente, qui est propre à chaque auteur. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Oui, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le comics, moins dans la BD. Moins dans la BD, c'est vrai. Dans le franco-belge. Sur le... Pardon. Non, allez-y. Non, je disais quoi que... Ouais, ça c'est de plus en plus, c'est vrai. Oui. Et les Spirou, par exemple. Ouais, c'est à ça que je pensais. Ouais. Ou les Mickey. Oui, aussi, oui, Mickey. Les Mickey ouais, ça se fait de plus en plus, c'est vrai. Et pour rester encore sur le scénario, est-ce que tu aimerais adapter, mettre en image le scénario d'un autre auteur ou... Je pense que ce serait plus facile pour moi de lâcher un scénario que de travailler sur un scénario qui n'est pas bien. Je pense. Vas-y, développe. En fait, je crois que je suis beaucoup plus motivée quand je dessine des personnages qui viennent de moi. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Quand c'est un scénario qui vient d'une autre personne, j'ai tendance à me lasser vite, à me dire que j'ai pas suffisamment de liberté. Je pense que pour moi, je crois pas que j'y arriverai, vraiment, sincèrement. Par contre, lâcher un scénario, parce que j'ai beaucoup trop d'histoires à raconter et trop peu de temps, je crois. Donc, à la limite, je serais très curieuse d'écrire un scénario, de le donner à un artiste que j'aime beaucoup et de voir ce qu'il en fait. Ce serait vraiment, vraiment merveilleux, ça. Et c'est qui un artiste que tu aimes beaucoup? Oula, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis qui dessinent très bien, qui dessinent merveilleusement, dont j'adore le style. Je vais pas les citer parce qu'ils sont tous sur Instagram en fait, et c'est des amis qui me sont vraiment très très proches et qui vont bientôt se lancer dans la bande dessinée, donc souhaitons-leur bon courage aussi. Ouais, s'ils ont le même succès que toi, ça devrait être... En tout cas, j'espère qu'ils vont aimer. Facile, mais donc du coup, sur les personnages que tu peux confier, mais toi tu crées, en fait, tu as déjà un processus créatif, on va dire personnel, qui fait que tu veux adapter tes personnages, mais pas forcément ceux des autres. Ouais, je crois que... en fait, je saurais pas. Je crois que quand je crée un univers, d'abord, en fait, je crée les personnages avant de créer l'univers. Rose est arrivée en premier, et derrière, il y a eu le jardin, la belle époque, non, il a grandi à la belle époque, mais ça se trouve pendant les années folles. Donc d'abord, Rose est apparue, et je trouvais que ce petit bonhomme était assez rigolo, et automatiquement, je crois que ça s'est imposé de même les cabarets, les années folles. Ouais, je crée d'abord les personnages, je m'en rends compte de plus en plus. Je crée d'abord les personnages avant de faire l'histoire. C'est les personnages qui te dictent l'histoire et pas l'inverse. C'est ça. Donc si j'ai pas cette connexion directe, ce côté affectif avec les personnages. Voilà, je crois que j'ai un côté affectif qui est très très fort. Je crois que je sais pas si on peut comprendre ça si on ne dessine pas des personnages. J'en ai aucune idée. Ça, je saurais pas vous dire. Mais ce côté affectif m'aide beaucoup en fait à avancer. Il y a des moments où je voulais aller dans une direction dans le jardin et les personnages en fait se sont imposés d'eux-mêmes. Ils sont allés ailleurs malgré moi en fait. Et je trouve que c'est très très amusant. Ils vivent un peu leur vie et moi je fais
que retranscrire ça sur le papier. Donc je pense que si j'ai pas cette forte connexion au personnage, si on me donne un scénario et que je vois juste un nom et que je dois le refaire, le personnage, je pourrais pas, je crois. Ou ce serait pas fait avec autant d'amour et d'application que cela. Ça serait un peu un travail de commande, quoi. Oui, je pense. Je pense que c'est exactement le mot. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui te... Non, pour l'instant, j'ai beaucoup de projets qui ne sont pas des commandes, heureusement. Ouais. Il y a les légendaires. Alors, les légendaires, c'est pas vraiment un travail de commande, étant donné que j'ai carte blanche sur le scénario. Patrick Sobral m'a simplement dit tu prends un personnage, tu racontes ce que tu veux avec. Alors, effectivement, il a un gros droit de regard dessus, c'est son univers. Il fait ça depuis tellement longtemps, et lui aussi, je pense qu'il a ce côté très affectif au personnage qu'il n'a pas envie de lâcher, ce qui est très compréhensible en fait. Et je comprends tout à fait. Une grosse pression. Oui. Travailler sur la série, mine de rien, qui t'a fait dessiner et qui concrètement, littéralement, t'a fait faire de la bande dessinée, et puis te permettre de faire de la bande dessinée, c'est à la fois un gros cadeau qu'il me fait et une grosse pression que je me mets. C'est quelque chose que je vais devoir dépasser. Ça sortira quand? Je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises. Peut-être 2022, peut-être 2023, aucune idée. Là aussi, t'as pas de deadline Si, j'ai des deadlines que je ne respecte pas. Bah oui. Pardon, Patrick. Mais oui, non, j'ai des deadlines, bien sûr, que je fais tout pour respecter, mais dans la bande dessinée, on peut pas. Car oui, dans la bande dessinée, on respecte rarement ces deadlines. Oui, c'est une espèce de passage obligé, on ne respecte pas ces deadlines. Disons, quand on dit bon, tu me les rends en juillet, c'est sûr, on va les rendre en octobre. Mais je crois que je vais encore raconter des bêtises, mais j'espère que les éditeurs font en fonction de ça. Ah oui, c'est moi, il est bien... En tout cas, dans les studios d'animation, c'est ce qu'ils font. Ils anticipent le retard. Étant donné que j'ai travaillé dans l'animation, je peux dire qu'il n'y a pas un seul studio, une seule production où la deadline, on leur dit c'est à ce moment-là qu'il va falloir le vendre, mais ils savent très bien que ce sera 3 mois, 4 mois plus tard. Donc ils anticipent. Enfin, j'espère. J'espère pour toi. J'espère pour eux. Ça promet des longues soirées. Une question juste sur une scène, celle-ci muette. Mm-hmm. C'est bizarrement dur d'écrire une scène muette. Ça me pose pas trop de soucis. À un moment se dire je veux que mes personnages ne parlent pas. Parce que des fois, il n'y a pas besoin. Des fois, les gestes suffisent, et que pour certaines scènes, la parole gâcherait tout. Là, j'ose espérer qu'on comprend ce qui se passe. J'ose espérer qu'on comprend que la pauvre coquelicot se prend un râteau. Mais je crois que j'ai pas voulu mettre de mots parce qu'il n'y en avait pas besoin et qu'on sait tous ce que c'est d'avoir un chagrin d'amour. Donc les personnages qui t'ont dit on ne veut pas parler. Ouais, c'est ça. Les personnages, ils étaient loin dans un parc, il y avait du monde et je pouvais pas entendre ce qu'ils disaient. Donc t'as dit non. Donc j'ai dit bon, tant pis, c'est ça comme ça. Est-ce que, en gros, quand vous fermez les yeux la nuit pour passer les séquences qui sont pas encore faites, entre autres, il y a des variations, mais est-ce qu'il y a déjà une idée de la couleur ou une visualisation de la couleur? Oui, je pense qu'en fait, il y a peut-être une idée d'atmosphère, pas forcément de couleur tout de suite, oui. Mais d'atmosphère. La couleur, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire sur cet album-là. Mais c'est quelque chose où je me suis beaucoup cherchée au début. Je savais pas comment faire la couleur. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de me lâcher. Et s'il n'y avait pas de décor derrière un personnage, c'est pas grave. Parce qu'on l'avait déjà situé dans l'espace avant. Et la lumière, c'est quelque chose que j'adore faire et que je trouvais que c'était impossible de passer à côté dans un cabaret où il y a une lumière tamisée, où il y a des petites lumières, où il y a le lourd du velours, il y a la sensualité des lumières qui se reflètent sur les corps. Je trouvais que c'était impossible de passer à côté. Donc quand je commençais une scène, je savais à peu près l'atmosphère qu'il y allait avoir, mais les couleurs, pas forcément. Je me suis cherchée un long moment. Je crois que c'est à partir de la page 102, vraiment. C'est très précis, mais c'est à partir de la page 102 que j'ai commencé à m'amuser sur la couleur. Écoute, je pense qu'on va en rester là pour cette rencontre. Merci d'être... merci à vous d'être venu, de m'avoir écouté.
Merci pour tes questions qui étaient très intéressantes. À un moment, j'étais quand même en difficulté, je te cache pas. Ça s'est pas vu. C'est vrai? Non. À la page 102. À la page 102. Avec Moton qui se rappelle. Merci au département, merci à la médiathèque départementale du Var et merci à la médiathèque Chabran d'accueillir cette rencontre. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes. Et à très bientôt. Ah, il va peut-être. Ah non. Ah, ok. J'y croyais. J'ai cru. Merci beaucoup. Merci.